Voilà, c'est parti. Et donc, je disais à l'instant, un fil de discussion vous permettra tout au long de la matinée de poser vos questions sur les différentes interventions. Donc voilà, n'hésitez pas, il est là pour ça. Des temps d'échange sont prévus entre chaque intervention pour vous permettre justement d'obtenir les réponses. On se chargera, nous, Auxilia et Jérémy, de faire cette petite régulation. Et enfin, sachez que tous les supports qui vous sont présentés vous seront communiqués à l'issue du webinaire. Vous pourrez les retrouver sur l'espace collectivité du site du SDE 24, si je ne dis pas de bêtises, Jérémy, comme il est déjà possible de retrouver les supports des webinaires précédents. Exactement. Merci pour la confirmation. Et donc, un petit détour par l'ordre du jour. Donc, je vous le disais, nous sommes ensemble pendant 1 heure et demie. Très rapidement, on va donner la parole à Jérémy Norguet pour nous redire un petit peu finalement pourquoi nous sommes là aujourd'hui, dans quel contexte se déroulent ces webinaires et qu'est-ce que le schéma directeur des énergies qui est en cours. Ensuite, nous donnerons la parole à Monsieur Commange de l'Adréal pour nous décliner, nous présenter un petit peu les objectifs de développement des énergies renouvelables à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, on fera un petit zoom plutôt au niveau départemental avec une intervention de la DDT par Monsieur Honoré pour un petit zoom au niveau de la Dordogne sur l'état d'avancement des zones d'accélération ENR, nous introduire aussi le décret agrivoltaïsme et nous faire un petit rappel sur les procédures d'instruction des dépôts de dossiers projet ENR. Voilà, et ensuite, Madame Lepèche de la région Nouvelle-Aquitaine nous présentera un petit panorama des dispositifs d'aide et de soutien au développement des UNR qui peuvent vous concerner. Et on terminera avec le témoignage de la communauté de communes Drône-et-Belle qui nous proposera pardon, un retour d'expérience sur la manière dont elle a élaboré sa zone d'accélération aux énergies renouvelables, quelle méthodologie de concertation elle a pu mettre en œuvre pour échanger avec les communes et finalement quelles sont les conclusions qu'elle tire aujourd'hui de cet exercice. Voilà, et puis un petit rappel avant de se quitter sur les prochaines rencontres. Euh, c'est parfait, il est 10h40. Je vous propose donc de donner la parole à Jérémy Morguet pour cette petite introduction sur le SDE. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le webinaire. Pour réintroduire rapidement l'exercice du schéma, du coup le schéma directeur des énergies, c'est un exercice prospectif où on va venir explorer les futurs énergétiques de la Dordogne afin de pouvoir en fait anticiper et aussi orienter les investissements de modernisation et d'adaptation des réseaux de distribution d'énergie et aussi continuer et renforcer l'accompagnement des acteurs du territoire dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie de transition. Le schéma a été réfléchi en plusieurs étapes. Dans un premier temps, réaliser un état des lieux sur la partie consommation et production d'énergie, une évaluation aussi de tous les gisements renouvelables mobilisables sur le territoire, avec les différentes filières qu'il est possible de développer. Une deuxième phase dans laquelle nous sommes actuellement, qui est une phase plus exploratoire sur les différents futurs probables pour la consommation et la production d'énergie, où il s'agit de venir scénariser ces deux blocs en intégrant aussi les incertitudes liées au changement climatique, qui peuvent affecter aussi la production comme la consommation. Une troisième phase d'optimisation du système énergétique. Donc, par système énergétique, on entend les différents moyens de production et les réseaux, qui nous permettra en fait d'explorer la faisabilité des différentes ambitions de neutralité carbone et d'autonomie énergétique à horizon 2050. Et ceci devrait déboucher sur un plan d'action pour adapter nos réseaux d'énergie et aussi anticiper les différents besoins d'investissement afin de garantir la continuité de l'accès à l'énergie sur tous les territoires de Dordogne. L'idée de ce plan d'action, c'est bien entendu de répondre à la décarbonation, donc à la forte réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il doit permettre aussi de faciliter le développement de réseaux résilients et intelligents, résilients au changement climatique. Et enfin, il doit aussi permettre de pouvoir gérer l'intégration des différents moyens de production renouvelables sur les réseaux électricité comme gaz. Euh, et du coup, aujourd'hui, on entame le deuxième webinaire de cette série de 4 webinaires dédiés aux énergies renouvelables, avec un énorme focus sur les aspects réglementaires et comment ils s'appliquent sur nos territoires.
Et je remercie d'avance tous les participants et tous les intervenants qui ont aidé à la préparation de ce webinaire. Et je vous souhaite à toutes et tous un très bon webinaire. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette introduction. Et puisque nous avons un programme plutôt chargé et plutôt dense ce matin, je vous propose sans grande transition de laisser la parole à Monsieur Comminges, donc pour la DREAL, et nous faire cette présentation des objectifs ANR en Nouvelle-Aquitaine. Monsieur Comminges, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Je vous entends très bien, la parole est à vous. Très bien, merci. Donc Christophe Comminges de la mission Transition écologique à la DREAL. Je me présente à vous, donc je vous salue et je voulais m'excuser par rapport à... Je suis pas en visio, donc je suis au téléphone, donc je ne pourrai pas lire vos questions qui seront écrites dans le chat de ce webinaire. Une toute petite dizaine de diapos, je vais vous parler surtout de deux sujets, les zones d'accélération et la régionalisation de ce qu'on appelle la PPE3, c'est-à-dire la programmation pluriannuelle, ça sera la troisième du nom, qui est préparée donc par les services de l'État au niveau central et qui sera régionalisée. Donc nous sommes dans une, donc je passe à la diapo 2, je suis désolé. Nous sommes dans le comité régional de l'énergie qui a été institué au niveau régional, donc qui est coprésidé préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et président, donc M. Rousset, du conseil régional, où le 17 janvier, nous avons fait un bilan de ces zones d'accélération et où nous avons fait un bilan, une perspective, tracé une perspective pour élaborer des objectifs régionaux pour cette PPE3, Programmation pluriannuelle de l'énergie. On est face à l'urgence climatique, on a une stratégie nationale bas carbone pour les baisses d'émissions, on a la PPE3 donc, qui est l'outil de pilotage énergétique de la France et qui va être décliné pour notre région Nouvelle-Aquitaine. Et on est aussi dans le plan national d'adaptation au changement climatique qui a été concerté et qui est maintenant connu, qui est diffusé mais qui n'est pas complètement arrêté. Ces trois documents forment la stratégie française énergie-climat et c'est dans ce cadre que le comité régional de l'énergie en Nouvelle-Aquitaine agit. On passe à la diapo 3, suivante, pardon. Ce comité régional de l'énergie a regardé ce que donnait l'application de l'article 15 de la loi accélération pour le développement des énergies renouvelables. Les communes ont été à la main pour produire des zones d'accélération et ce que je vous propose de regarder, c'est de ce qui s'est passé notamment en Dordogne et surtout au niveau régional. Donc, l'idée était de dire est-ce que ces zones sont suffisantes pour atteindre les objectifs, alors non pas d'une PPE3 régionalisée qu'on n'a pas encore, mais on a regardé par rapport au SRADET qui a des objectifs en 2030. La PPE3 aura des objectifs en 2035, donc ça sera légèrement différent. On a regardé, donc les décrets sont à venir, comment ça allait se passer énergie par énergie, et ce que je vous propose, c'est de vous présenter ces résultats au niveau régional et de regarder donc la part de la Dordogne. Les zones d'accélération doivent atteindre des objectifs régionaux pour ouvrir la possibilité de produire par les communes ce qu'on appelle des zones d'exclusion. Tant que ce n'est pas les objectifs régionaux de la PPE3 qui sont comparés aux résultats de la somme des zones d'accélération, de leur production potentielle, ce n'est pas possible de faire ces zones d'exclusion. Ça, c'est un préambule qui a été rappelé par Sophie Mourlon, la directrice générale de l'énergie et du climat, qui était présente à ce creux, à ce comité régional de l'énergie du 17 janvier dernier, avec préfet et président du conseil régional. Et puis, ce que l'on demandera aux communes aussi, ce sera un avis conforme à la fin de l'exercice. À la fin de l'exercice, ça c'est beaucoup plus technique. On passe à la position de la Dordogne parmi les zones d'accélération. Alors, 44% des communes en Nouvelle-Aquitaine ont répondu en proposant des zones d'accélération avec l'ensemble des 7 filières qui étaient proposées. On ne regarde pas trop le nombre de zones d'accélération de 182 000 parce que, hélas, nous avons eu des collectivités qui ont proposé une zone d'accélération par toiture, donc ça augmente considérablement le chiffre.
Et donc, on voit que la position de la Dordogne par rapport à l'ensemble des départements de la région se situe, on va dire, proche de la moyenne, quoi, un petit peu en dessous, mais ce n'est pas trop grave. En tous les cas, le message important, c'est que l'exercice continue. À l'issue du comité régional de l'énergie, le préfet de région a demandé à ce que l'exercice puisse continuer tant que nous n'avions pas les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui doit être arrêté début avril. Voilà. Exercice, donc diapo suivante. L'exercice, donc, on peut le cartographier. Voilà, vous avez une image des communes, dont celle de la Dordogne, vous repérez bien. Hein, et on a eu surtout une appétence des collectivités, des communes, pour produire des zones d'accélération sur le solaire photovoltaïque. Vraiment un plébiscite, hein, quasiment toutes les communes l'ont produite, avec un petit défaut dans certaines productions qui était la couverture quasi totale de certaines communes de photovoltaïque. Voilà, donc on a pensé que c'était peut-être une petite allergie à d'autres énergies renouvelables. Et donc, une petite difficulté qu'on a eue pour estimer le productible, hein, parce que c'est ça l'objectif des zones d'accélération au niveau régional, c'est d'estimer le productible pour voir si on atteint les objectifs. Vous voyez la géothermie, c'était une surprise pour nous, qui est on a une énergie qui est assez plébiscitée par les communes, la biomasse, donc les chaufferies, à partir de la ressource ligneuse, mais aussi les déchets ou des résidus d'agriculture, le solaire thermique est aussi pas mal demandé, et puis le reste, c'est à peu près au même niveau, que ce soit l'hydroélectricité, l'éolien ou le biométhane. La carte suivante, on voit qu'entre deux levées de zones d'accélération, voilà, une complétude de la carte qui n'est pas terminée, donc, puisque l'exercice n'est pas terminé. Et puis la vallée de la Garonne qui se distingue un petit peu aussi en Creuse, voilà, par moins de propositions de zones d'accélération. Les résultats, en diapo suivante, quand on compare, donc quand on fait l'exercice à partir de méthodes voilà, qu'on a travaillé avec les membres du comité régional de l'énergie, on se rend compte que voilà, on peut cartographier les zones. Deux filières sont moins plébiscitées par les communes. C'est le biogaz. On arrive à peu près à la moitié des objectifs du SRADET. Hein, c'est uniquement les objectifs du SRADET là, qui sont comparés. Et puis l'éolien, que vous voyez avec un petit smiley un petit peu qui fait la grimace, parce que nous arrivons à un niveau qui est beaucoup plus faible par rapport aux objectifs. Les autres énergies, on va dire qu'on est plutôt bien placé. Voilà, on dépasse les objectifs dans les estimations qu'on a pu faire du productif de ces zones d'accélération. À la diapo suivante, vous avez un tableau qui vous montre voilà, la production actuelle, les objectifs de production, le reste installé entre la production actuelle et ses objectifs, et puis le productible que l'on a estimé collectivement avec la région de ces zones d'accélération en gigawattheure, et puis on n'atteint pas les objectifs. Le message important, c'est que voilà, vous retrouvez l'éolien, et puis vous avez le biométhane qui est légèrement en dessous, et vous aurez les chiffres dans le diaporama qui vous sera envoyé. Diapo suivante. On a la publication d'un décret qui va se faire donc en avril pour valider la PPE3. Ensuite, le comité régional de l'énergie va avoir 2 mois pour dire quels sont ses objectifs en région de développement des énergies renouvelables. Cet exercice va conduire à un envoi fait par le préfet à la DGEC, Direction générale de l'énergie et du climat, et qui va se concerter avec l'ensemble des présidents des régions de France, pour voir s'il y a un bouclage, si la somme des objectifs proposés par les creux, par les 12 régions en France, correspond à l'objectif national de la PPE3 qui aura été publié. Si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, on discute, on va reproposer des choses, et si c'est le cas, il y aura une régionalisation des objectifs de la PPE3. C'est-à-dire qu'on aura des objectifs provenant de l'État qui vont se décliner et qui vont être ceux de la région Nouvelle-Aquitaine et qui devront être intégrés dans le SRADET et avec une mise en compatibilité qui devra être lancée. Et on a un schéma global, donc c'est la diapo suivante, avec
Ce qui se passe au niveau national, donc ce que j'ai évoqué avec vous, c'est les deux PPE, hein, voilà, enfin la PPE nationale en 2025 avec un décret qui va être produit, et puis un décret pour régionaliser les objectifs de la PPE en rouge que vous voyez en haut du diagramme. Au niveau national, c'est surtout ça qui va se passer, et puis un bouclage région France. La région, au niveau régional, donc ce comité régional de l'énergie, qui fera des propositions, là, voilà, préparation d'objectifs régionaux, qui seront notamment alimentés par un autre exercice qui est celui du S3RENR, qui est en cours de révision. Et évidemment, ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, et c'est pour ça que ça reboucle dans la territorialisation des objectifs de la PPE3, c'est l'exercice des zones d'accélération qui participent tout pleinement à cette PPE. Donc, première levée, deuxième levée que vous avez, et puis on poursuit le travail tant qu'on n'a pas la PPE3 régionalisée pour notamment donc avoir un exercice qui se termine et puis vous donner la possibilité dans les collectivités de faire des zones d'exclusion. Dernière diapo, je crois. Voilà, donc aujourd'hui, ce que l'on fait au comité régional de l'énergie, c'est de préparer, on va préparer des méthodes pour faire de la prospective à 2035, énergie par énergie, pour produire à la demande de la DGEC, donc en mai-juin à peu près, en avril-mai plutôt, des objectifs régionalisés pour le développement des énergies renouvelables qui seront repris in fine dans une modification du volet énergie et climat du SRADET. Dans le tempo que je vous ai indiqué, donc là on sera à la fin 2025 où il y aura le lancement, où il y aura ouverture de la possibilité par la région pendant 6 mois du lancement de la mise en compatibilité de son document SRADET. Et je pense qu'après la région aura 18 mois pour le mettre en conformité avec ses objectifs PPE3 régionalisés. Donc vraiment une implication du CREU et des membres du CREU pendant cet exercice qui va se dérouler durant l'année 2025. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Commange, pour cette présentation. C'est extrêmement clair. Et, et nous avons une première question dans le fil de discussion. Alors n'hésitez pas, on a eu quelques problèmes, hein, Monsieur Commange, de son pendant votre intervention. Donc je vais laisser un petit temps aux participants là pour poser des questions s'il y en a. La première, de Monsieur Garrigue, est-ce que les parcs offshore d'Oléron entrent dans les objectifs de Nouvelle-Aquitaine? Alors, oui, mais merci pour cette question. Donc, c'était une question posée en creux. Donc, dans les objectifs proprement parlés de Nouvelle-Aquitaine, non. Sophie Mourlon l'a dit clairement le 17 janvier, tout comme les biocarburants. Il y a une vision nationale. On comprend un petit peu la déception à des territoires qui participent pleinement au travers de ces parcs éoliens offshore, mais ils ne vont pas compter. Ils ne vont pas compter parce que voilà, c'est très compliqué. Et puis, il y a une vision nationale sur le domaine maritime national. C'est une participation à un effort collectif. Donc, la réponse de la DGEC a été celle-là. Et ainsi que pour les biocarburants, c'est une vision nationale. Très bien. Merci beaucoup pour ces éléments. Ouais, je ne vous vois pas, mais il y a peut-être une petite déception. Je suis désolé. Je laisse Monsieur Garrigue nous partager son ressenti suite à votre réponse. Merci pour ces éléments. Peut-être une autre question un peu plus macro. Est-ce que vous avez d'ores et déjà une idée des grandes orientations qui pourraient advenir dans la PPE3 et qui seraient des changements majeurs par rapport à la précédente? Non, il n'y a pas de changement majeur. Moi, ce que j'ai noté dans le projet de PPE3, c'est plutôt une inflexion par rapport à la dynamique. Quand on compare les deux dynamiques, PPE2, PPE3, une moindre dynamique pour l'éolien et une plus forte dynamique pour le photovoltaïque, pour l'électricité. Ensuite, un warning, excusez-moi de l'anglicisme, concernant la biomasse ligneuse, avec, pour certains secteurs, des questions par rapport au plafond de la ressource, on va dire.
Et donc, il y a des priorités. Donc, dans la PPE3, il y a une nouveauté qui sera notamment pour la biomasse, comment dire, une priorité qui est donnée à des usages qui sont voilà, priorisés. Et par exemple, les e-biocarburants pour les avions sont moins priorisés que le bois d'œuvre, évidemment. Donc, ce merit order, comme on dit, comme disent les Anglais, cette classification selon les usages apparaît aujourd'hui dans la PPE 3 qui est mise en consultation. Bon, j'ai un petit peu forcé le trait par rapport au e-biocarburant des avions et puis le stockage du carbone dans du bois d'œuvre, mais c'est un petit peu ça l'idée, c'est de donner cette hiérarchie des usages. Voilà moi ce que j'ai retenu surtout, et sinon non, on continue, et puis peut-être aussi sur la géothermie. Et là je vous invite vraiment, la minime importance est très importante avec les pompes à chaleur, à des pompes à chaleur, et en Nouvelle-Aquitaine, avec la région, avec l'ADEME, c'est vraiment l'énergie qui ne se voit pas dans le paysage et qui est très très performante. Voilà. Et en plus, il y a beaucoup d'actions, région, ADEME, État, sur notamment des formations, des professionnels, etc., pour qu'il y ait voilà, de bons résultats par rapport aux investissements qui sont faits quand on se lance dans une géothermie minime importance. Très bien. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Euh, c'est très clair, nous n'avons pas de nouvelles questions dans le fil de discussion. Il est presque 11 heures, donc je vous propose de passer à l'intervention suivante. Euh, Si c'est bon pour vous, Monsieur Comminges. Parfait, merci beaucoup. Eh ben, merci à vous pour votre présence et votre intervention. Et donc, je vous propose de donner maintenant la parole à Monsieur Honoré de la DDT qui va donc nous proposer un petit zoom vraiment à l'échelle du département. Monsieur Honoré, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis bien avec vous. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend et on vous voit très bien, c'est donc parfait. Bon, très bien. Donc effectivement, en termes d'actualité réglementaire sur ce volet-là, on a eu pas mal de choses en 2024 et ça se poursuit sur 2025. La première idée, c'est de juste revenir très rapidement, parce que Christophe Comminges l'a très bien fait sur les zones d'accélération, mais de voir un petit peu la déclinaison territoriale, comment ça s'est l'exercice, ce qu'a pu donner cet exercice sur notre département de la Dordogne. Après, rentrer un petit peu plus sur le volet agrivoltaïsme et le document 4 qui a une certaine importance dans un département comme le nôtre, qui est plutôt un département rural. Donc, on a forcément une implication, dès qu'on parle de développement des énergies renouvelables, d'impact sur les espaces naturels, agricoles et forestiers, ce qui n'est pas neutre chez nous. Montrer aussi comment on accompagne en amont ce type de projet pour essayer d'en améliorer et la conception, voire l'acceptabilité pour certains. Et puis faire un petit rappel aussi sur comment on instruit ces dossiers, puisque ce sont majoritairement, j'ai envie de dire presque à 95% des dossiers qui sont de compétences État en termes d'instruction droit des sols. Donc voilà, vous montrer de quelle manière on procède et quelles précautions en tout cas on prend dans ce type d'instructions qui sont loin d'être légères. Voilà, donc je vous propose de passer sur la diaporama suivante. Bon, juste pour rappeler très très brièvement, parce que ça a été fait précédemment par l'Adréal, l'exercice des zones d'accélération, c'était suite à un constat où effectivement la France est plutôt en retard sur les objectifs européens en matière de production d'énergie renouvelable. Donc l'idée était vraiment d'accélérer, donc de trouver des zonages préférentiels où ce type d'énergie pouvait se déployer sur le territoire, avec l'idée sous-tendue qu'une fois que ces zonages étaient établis, derrière, les projets pourraient être instruits de manière plus rapide, puisqu'on a, voilà, on y aura un travail on va dire, de déblayage qui aurait été fait sur les sites d'implantation potentiels. Je ne vais pas revenir sur l'avis de la Creux, ça a été très bien fait précédemment, donc on peut passer sur la diaporama suivante, s'il vous plaît. Voilà, sur l'exercice qui a été rendu en Dordogne. Donc, juste pour rappel, parce qu'on avait vu un chiffre de 38% de communes qui ont délibéré. Nous, alors, en fait, on est à 44% de communes de Dordogne qui ont délibéré donc qui ont déterminé une zone d'accélération, sauf qu'elles n'ont pas toutes forcément rentré ces zones-là dans un exercice dans un outil numérique qui s'appelle Périgéo, qu'on a utilisé pour pouvoir faire le recensement de ces zones-là. Ce qu'on voit et ce qui saute aux yeux sur le diagramme au premier abord, c'est bien sûr la place du solaire photovoltaïque.
qui a une grosse place dans les propositions qui ont été faites par les communes sur notre département, et suivi de près par le solaire thermique et aussi par la géothermie. Donc, il y a une place qui est pas anodine, qui est quand même à relever. Donc, il y a voilà, des potentiels aussi sur d'autres types d'énergie que le solaire photovoltaïque, même s'il a une écrasante majorité en termes de propositions. Sur le diapo suivant, vous allez voir ce que ça peut donner aussi en termes de. Alors là, plus en termes. Ah, pardon, c'est le diapo précédent, il se ressemble. Voilà. Là, c'est en termes de surface occupée. Donc, voilà, là aussi, la moitié de la surface proposée sur ce type d'énergie est prise par le solaire photovoltaïque. Ensuite, on a la géothermie aussi qui prend de la place. Et là, on voit aussi apparaître la biomasse, et notamment le bois énergie. Donc, il y a une filière qui est assez développée sur le département, qui est notamment poussée et encouragée par le conseil départemental en lien avec l'ADEME, avec l'installation soit de réseaux de chaleur, soit de chaudières, notamment pour des équipements d'intérêt collectif. Donc, il y a quelques collectivités qui connaissent ces dispositifs d'aide existants. Sur le diaporama suivant, enfin, la slide suivante, voilà. Ce qu'a prévu la loi APER et qui est très important, c'est que l'implantation de parcs photovoltaïques donc sur des terrains qu'on appelle ENAF, autrement dit, donc les espaces naturels, agricoles et forestiers, est devenu très encadré. On n'a plus 36 solutions. On doit, pour ces projets-là, être agrivoltaïque. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que ça nécessite et ce que ça implique. Ou alors, on doit être dans une cartographie dont le travail est en cours, donc qui va référencer des sites où on pourra implanter des centrales solaires, mais qui vont être identifiés et choisis là aussi par on va dire des critères que je vais vous présenter un petit peu plus tard. On peut passer sur le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, sur l'agrivoltaïsme. Qu'est-ce que c'est? Le principe, c'est d'avoir une synergie qui est créée entre l'activité agricole, qui doit à tout prix être maintenue sur les sites d'implantation, et la production d'énergie solaire. Donc là, on va regarder toute une batterie de critères. J'en ai noté, voilà, vous aurez le diapo avec vous. Je ne vais pas toutes forcément les passer, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la production agricole doit rester significative, avec des rendements qui restent également significatifs et comparables à ce qu'ils auraient pu, enfin, à ce qu'ils devaient être sans installation photovoltaïque. Donc, il y a on va aller regarder les rendements, qu'ils soient fourragers ou de production en termes de production céréalière, par exemple. Et on va vérifier par le biais d'une zone témoin, donc une zone sans panneau photovoltaïque à proximité, qui est cultivée de la même manière que le reste de la parcelle sous panneau. Et on va faire des comparaisons et voir si on se retrouve dans des moyennes, dans des choses comparables. Avec, forcément, si on voit qu'on a une perte de production agricole trop importante, du coup, le critère agrivoltaïque n'est pas respecté. Et théoriquement, dans la loi, il est prévu qu'on peut aller jusqu'au démantèlement, en tout cas la fin de la centrale solaire, si ces critères ne sont pas respectés. Bon, on n'en est pas encore là. Voilà, ça laisse augurer quelques difficultés d'application, mais en tout cas, c'est prévu par les textes. L'activité principale doit rester celle de l'activité agricole. Donc voilà, vous avez des critères comme une superficie inexploitable qui doit être inférieure à 10% de la surface totale du projet quand il y a l'implantation de panneaux, ou un taux de couverture de panneaux inférieur à 40% pour les plus gros parcs, c'est-à-dire ceux qui dépassent les 10 mégawatts de production électrique. Donc voilà, je vous en passe parce qu'il y a tout un tas d'autres critères qui s'appliquent, mais qui viennent vraiment cadrer de manière très serrée ce que sera l'agrivoltaïsme enfin, ce qu'il a commencé à être et ce qui va être dans les quelques mois encore. On peut passer sur le slide suivant. La deuxième solution pour pouvoir installer des parcs solaires au sol sur des terrains agricoles et forestiers et naturels, c'est d'être dans des zonages qui sont pré-identifiés, donc ce qu'on appelle nous un document cadre. Ce document cadre, c'est une proposition qui est faite par la Chambre d'agriculture de la Dordogne au préfet. Donc la proposition est faite, ça y est, elle a été déposée sur le bureau de la préfète le 9 janvier. Sur lequel nous, on va faire aussi des analyses. Le job, si je puis dire, de la Chambre d'agriculture, c'était d'identifier des parcelles qui étaient soit incultes, donc c'est-à-dire pour des raisons
de qualité de sol, pour des raisons de topographie, des parcelles qui étaient tout simplement inexploitables pour l'agriculture, et des parcelles qui sont non exploitées depuis une durée minimale de 10 ans. Donc ça fait déjà un certain nombre que ces parcelles, on est sur des terres en déprise agricole. Donc c'était vraiment d'identifier plutôt des terres dites perdues pour l'agriculture, entre guillemets, sur lesquelles, pour le coup, on pourrait voir s'implanter des centrales photovoltaïques au sol. Donc sans critères, sans les critères que j'ai énumérés précédemment sur l'agrivoltaïque, là on viendrait installer des installations classiques de panneaux photovoltaïques. Donc, parmi les terrains qu'on pouvait identifier dans le document cadre, on a également tous les sites pollués, les friches industrielles, les anciennes carrières, donc, qui figurent en nombre sur le document qui a été proposé par la Chambre d'agriculture, les anciens terrains militaires, et j'en passe. On a tout un tas d'items comme ça qui ont été identifiés. Donc, c'est vraiment d'aller chercher des terres voilà, dont on ne sait plus forcément trop quoi faire, qui n'ont plus forcément de vocation agricole et sur lesquelles qui pourraient retrouver une vocation via la production d'énergie. On peut passer sur la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc là, je passe très rapidement. C'est comment a procédé la Chambre d'agriculture dans son analyse. Donc, vous voyez, elle a appliqué tout un tas de tamis pour prendre, voilà, de partir de la surface agricole utile, d'aller chercher des zones artificialisées, petit à petit aller retirer des zones qu'elle allait nous proposer, en tout cas proposer à la préfète, certains zonages. Donc ça permet de voir que voilà, il y a eu un travail d'analyse quand même qui a été assez poussé. Et à relever qu'en plus, la Chambre d'agriculture a fait des commissions dans chaque canton, normalement en invitant les élus locaux à y assister pour discuter des zonages envisagés. Voilà, on peut passer sur la slide suivante. Voilà, là, vous avez un petit peu la carte postale, si je puis dire, de la proposition qui a été faite. Donc, 4770 hectares proposés par la Chambre d'agriculture dans ce document cadre. Vous voyez assez rapidement, voilà, on a toutes sortes de tailles de parcelles. On a quand même, la majorité des parcelles sont plutôt sur des terrains de moyenne taille, c'est-à-dire entre 1 et 10 hectares. On a quelques parcelles quand même sur de grands terrains, donc de plus de 10 hectares, voire de plus de 20 hectares. Donc, c'est à noter. Et on a aussi des parcelles sur des terrains de moins hectares. Donc là, nous, ce qu'on appelle un peu plus des parcelles confetti, entre guillemets, mais qui c'est, voilà. Donc là, on s'interrogera plutôt sur la pertinence. Donc ça, c'est vraiment la version brute proposée par la Chambre d'agriculture. Et en dessous, vous voyez un petit peu plus de quel type de foncier il s'agit. Donc voilà, vous voyez les carrières qui occupent une part majoritaire avec les landes et broussailles. Donc les landes et broussailles, on est plutôt sur ce que je disais tout à l'heure, des terrains considérés comme en déprise agricole. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce qui a pu retenir les critères qui ont été appliqués par la Chambre d'agriculture. On peut passer sur le diapo suivant. Voilà, donc le rôle de l'État maintenant. Une fois qu'on a cette proposition brute, donc qui nous est faite par la Chambre d'agriculture, nous, là, en ce moment, avec plusieurs services de la DDT notamment, on est en train de faire une analyse sur des enjeux qui n'ont pas forcément été analysés de prime abord par la Chambre d'agriculture, notamment sur les enjeux alors, patrimoniaux, mais d'insertion paysagère aussi. Les enjeux environnementaux, bien sûr. Donc, si on a des zones humides, par exemple, ou des espèces protégées présentes sur les sites qui sont proposés. Les enjeux risques, parfois on s'aperçoit qu'on peut avoir des zonages proposés, par exemple en zone rouge du PPRI. Donc ça, voilà, ça peut nous questionner, même si c'est pas, il y a comment dire, on peut éventuellement en faire, mais voilà, c'est soumis à exception quand même. Bon, pour raison de sécurité, pour raison d'urbanisme, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver sur des zones qui ont été déterminées comme constructibles par les collectivités, mais où il nous est proposé justement d'installer enfin, de mettre des installations solaires. Donc là, tout ça, on applique une batterie de critères qui nous permettent de, entre guillemets, censurer une partie des 4700 hectares proposés par la Chambre d'agriculture et donc de faire un tri qui permettra d'aboutir à des parcelles voilà, qui sont, on va dire, nettoyées en tout cas, pour lesquelles il y aura le moins d'enjeux possible, parce que derrière, il s'agira d'instruire aussi les dossiers. Donc, si on se retrouve avec des parcelles, certes identifiées, mais en pleine zone humide, on aboutira quand même à un refus en termes d'autorisation d'urbanisme. Donc, l'idée, c'est quand même, encore une fois, d'accélérer, de lever tous ces freins-là au maximum, d'où ce filtrage qui va être appliqué.
Donc, sur ces enjeux de filtrage, des cartographies vont être proposées notamment aux élus pour lesquels l'avis de chacun des maires va être demandé. Et en fait, ce qui va être présenté, c'est la cartographie brute présentée par la Chambre d'agriculture et la cartographie qui fera l'objet de filtrage de notre part. Donc comme ça vous permettra, en tant qu'élu en tout cas, de comparer la cartographie voilà, qui partira des 4700 hectares et qui viendra petit à petit se réduire au fur et à mesure des enjeux qui seront identifiés et sur lesquels vous aurez un avis à donner, bien sûr. Donc sur le document cadre, il y a d'autres consultations que les maires, notamment la CDPENAF, bien sûr, qui va être consultée, mais aussi des organisations professionnelles, notamment les syndicats agricoles ou les syndicats sylvicoles, parce qu'on a aussi des enjeux sur des terrains forestiers qui peuvent être levés. Voilà, on peut passer sur la slide suivante, s'il vous plaît. L'accompagnement en phase amont. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel on incite beaucoup les porteurs de projets et aussi les élus, parce que souvent, ce sont les premiers qui sont au courant des projets qui peuvent venir sur leur territoire. Donc on a deux sortes d'analyses amont. Oh, voilà. On a ce qu'on appelle une analyse préalable, c'est-à-dire que c'est avant tout démarrage d'études, un porteur de projet a dans le viseur un site, il vient nous consulter pour nous dire, voilà, sur ce site-là, quel enjeu vous connaissez, quel enjeu vous pouvez porter à ma connaissance. Donc là, on lui donne soit un zonage d'urbanisme qui correspond ou qui ne correspond pas, des zones humides déjà identifiées, voilà, tout un tas d'enjeux environnementaux ou risques aussi qui peuvent être identifiés et on les donne à porter aux connaissances aux porteurs de projets qui, du coup, décident soit de continuer, soit parfois d'arrêter à ce stade parce que trop d'enjeux ont été relevés. Donc ça, c'est plutôt voilà, quelque chose d'intéressant en termes de sensibilisation. Et le guichet unique, donc là, qui est alors, on est en collectif sur ce guichet unique-là, c'est-à-dire qu'on a la Chambre d'agriculture qui est présente, les services de l'État, bien sûr, Enedis pour la question capacité du réseau notamment, le Conservatoire des espaces naturels sur le volet environnemental et les collectivités concernées. Donc là, on arrive après une étude d'impact, c'est-à-dire qu'on a tout un tas d'études environnementales qui ont été menées par le porteur de projet. Le permis de construire n'est pas encore déposé, mais il est en passe de l'être et il vient avoir un avis, pour le coup, très détaillé et assez technique sur l'ensemble des enjeux qui touchent son projet. Et du coup, on donne un avis favorable, défavorable ou avec réserve, où on vient lui dire, bah non, ce point-là, il est peut-être à revoir, vous allez mordre trop sur une zone humide, reculez, faites de l'évitement, vous allez impacter un peu trop une espèce naturelle, prévoyez des mesures de compensation. Voilà, on apporte tout un tas d'avis et d'éléments qui peuvent venir enrichir le permis de construire qui sera déposé et normalement derrière faciliter encore une fois son instruction et du coup accélérer fortement sa délivrance. Donc ces deux étapes qui sont fortement conseillées. Elles ne sont pas obligatoires, il faut le savoir, donc c'est pour ça que nous, on en fait la promotion chaque fois que l'occasion nous en est donnée, donc auprès des élus ou auprès des porteurs de projets, parce que ça apporte vraiment une plus-value sur le projet et sur ses conditions de faisabilité. Donc voilà, elle est non obligatoire, mais fortement conseillée encore une fois. On peut passer sur la slide suivante. Le pôle départemental des énergies renouvelables, donc là, c'est une instance pilotée par la préfète qui a vocation à faire dialoguer toutes les parties prenantes autour du développement des énergies renouvelables. Donc ça passe par les collectivités, les développeurs, les organismes professionnels type champ d'agriculture, par exemple, les personnes qui gèrent aussi les réseaux de manière générale. Donc, on a bien sûr le SDE, mais on a aussi Enedis, encore l'ADEME, et qui vient de manière là plutôt assez générale, mais adaptée au contexte de la Dordogne, apporter des éléments qui, derrière, nous permettent de faire des portées à connaissance aussi auprès des porteurs de projets sur les attendus. Donc, typiquement, dans le pôle des ENR, voilà, on peut avoir des doctrines départementales sur le risque incendie, qui est quelque chose d'un peu particulier aussi sur la Dordogne, sur l'implantation à privilégier dans des zones anthropisées et plutôt éviter les zones agricoles productives.
voilà, on a ce genre de débat qui traverse cette instance-là et ça nous permet voilà, d'avoir des échanges assez ouverts une fois par an. Généralement, ils se réunissent et voilà, sur cette partie-là. On peut passer sur le slide suivant. Alors là, sur le processus d'instruction des autorisations d'urbanisme qu'il faut accorder pour ce type de projet, alors voilà, il y a une chose simple, c'est-à-dire dès qu'on est sur de l'autoconsommation, donc c'est-à-dire que l'énergie produite a vocation à être directement consommée, alors souvent c'est par une entreprise, mais pas nécessairement, ça peut être autre chose. Donc là, on est sur une instruction qui est effectuée alors, par les mairies ou leurs EPCI, parce que souvent c'est les communautés de communes ou les communautés d'agglomération qui instruisent les autorisations d'urbanisme. Et quand il y a une injection dans le réseau de l'énergie produite, là, on est sur une instruction enfin voilà, c'est le préfet qui délivre l'autorisation, donc une instruction qui est effectuée par nos services à la DNT. Sur la slide suivante, on va voir un peu selon les caractéristiques. Voilà, il y a deux régimes d'autorisation, hein, comme pour tout projet d'urbanisme. Un principe plutôt assoupli avec les déclarations préalables. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que les déclarations préalables, elles sont pour les projets qui sont maintenant inférieurs à 3 mégawatts crête. Donc c'est un seuil qui, enfin j'insiste un petit peu là-dessus, c'est un seuil qui a été relevé très très récemment. Jusqu'au mois de décembre, on était sur un seuil à 1 mégawatt crête. Pour vous donner un ordre d'idée, un parc solaire d'1 mégawatt crête, on est à peu près sur 1 hectare de surface. Donc qui dit 3 mégawatts dit 3 hectares. Donc, ça veut dire que sur 3 hectares, prochainement, on peut avoir des projets soumis à déclaration préalable. Une déclaration préalable, c'est tacite au bout d'un mois. Et ensuite, on a 3 mois pour éventuellement revenir sur la décision tacite et apporter des prescriptions ou émettre un refus éventuellement. Donc, ça fait un temps d'instruction de 4 mois. C'est relativement court. Alors, c'est aussi dans l'optique forcément d'accélérer, mais voilà, c'est à avoir en tête. Donc là, on insiste parce que les déclarations préalables sont souvent déposées en mairie. Et donc, et on s'aperçoit que souvent, elles nous sont envoyées en DDT parce qu'on ne sait pas forcément que c'est des dossiers instruction État, elles nous sont envoyées assez tardivement. Donc voilà, je passe un petit message pour en profiter. Ensuite, sur les permis de construire, donc au-delà de 3 mégawatts, on est sur des permis de construire qui sont soumis systématiquement à étude d'impact environnemental, donc avec des études, notamment 4 saisons. Donc en gros, on a une étude environnementale sur une année qui vient mesurer tout un tas d'enjeux qui peuvent se poser sur le projet. C'est également soumis à enquête publique. Donc voilà, donc ça porter à connaissance auprès, notamment parfois des riverains qui peuvent se poser des questions sur ce type d'installation. Et voilà, sur les deux types d'autorisation, ce qu'il faut savoir, j'en parle sur la slide suivante, c'est que sur les permis de construire, on est vraiment sur des procédures relativement complexes, mais aussi très complètes, donc ce qui nécessite forcément du temps. Et voilà, on peut passer sur la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc, et qui va vraiment regarder le projet à 360 degrés. Donc, on ne va pas juste regarder si la zone est constructible ou pas constructible. On va vérifier qu'il y ait une autorisation de défrichement si elle est nécessaire. On va regarder si le résultat d'une étude préalable agricole, c'est-à-dire que s'il y a une atteinte à l'activité agricole, on doit passer en CDPENAF et mesurer cette atteinte et éventuellement la compensation financière à apporter. Donc, ça, c'est des choses qu'on doit avoir, nous, au moment de l'instruction pour pouvoir décisionner. On va regarder bien sûr l'archéologie préventive si elle est nécessaire, les dérogations à la destruction d'espèces protégées, les dérogations à la loi sur l'eau, là, c'est aussi des aspects qu'on va regarder qui ne sont pas forcément nécessaires pour la délivrance, mais en tout cas qui peuvent s'avérer nécessaires au moment de la mise en œuvre du projet. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir des projets avec un permis de construire, mais s'il y a une nécessité d'une dérogation espèce protégée, tant qu'elle n'a pas cette dérogation-là, le porteur de projet ne peut pas mettre en œuvre le permis, donc ne peut pas démarrer ses travaux. Donc, voilà, c'est à savoir. Donc, on est sur des délais des délais de traitement, voilà, un délai moyen d'instruction de 16 mois, donc un petit peu plus d'un an. À noter qu'effectivement, quand on passe sur les phases amont, donc c'est-à-dire notamment en guichet unique, ça permet souvent d'accélérer cette procédure et de gagner du temps. Ça évite les allers-retours, les questionnements qu'on peut avoir entre les services et le porteur de projet.
Et à noter aussi que la phase de raccordement, c'est quelque chose alors enfin, qu'on arrive à mesurer, mais une fois que le projet est livré, c'est pas forcément la question qu'on se pose, mais on s'aperçoit que quand même, on a des délais qui peuvent être relativement longs, avec 2 ans en moyenne. Donc, c'est pas anodin. Et voilà, donc toute cette vie du projet, entre les premières études, l'instruction et le raccordement, voilà, vous notez bien que sur les gros projets, on est sur des projets de plusieurs années. Voilà, si vous avez des questions, je pense qu'on a tout balayé. N'hésitez pas, j'en ai fini pour On cette avait, présentation de mon côté. on avait des questions dans le chat de Monsieur Garrigue. Deux, pour le coup. La première, c'est s'il y a un avis, est-ce que cela laisse supposer qu'il sera pris en compte? Alors, oui, oui et non, c'est-à-dire que ça reste un avis simple. Donc, comme tout un tas d'avis, effectivement, il sera pris en compte. Il sera éventuellement, alors si c'est juste un avis défavorable parce que on estime qu'il y a une atteinte au paysage, donc là, nous, on va regarder, on a aussi les architectes paysagistes conseils d'État qui peuvent venir apporter aussi un autre avis. Donc, en tout cas, c'est pas l'avis du maire qui va décider du rendu, enfin, en tout cas, du refus de l'autorisation. Il sera pris en compte. Mais si j'ai un refus il est arrivé qu'on accorde des autorisations malgré le refus d'un maire, notamment sur des déclarations préalables. Et toujours une question de Monsieur Garrigue au sujet des hangars solaires. Qui instruit les dossiers? Alors, les hangars solaires, ce sont les communes qui instruisent ces dossiers-là, parce que pour le coup, la partie production d'énergie devient accessoire à un bâtiment. Donc, c'est ce qu'on appelle nous du droit commun, donc c'est les EPCI. Malgré tout, il y a un passage en CDPNAF, donc la commission qui permet de voir, en fait, vérifier s'il y a une réelle nécessité agricole pour ce type de bâtiment. Parce qu'effectivement, c'est un phénomène qu'on a, mais pas seulement en Dordogne, de hangar solaire dit alibi. C'est-à-dire qu'on va construire un hangar, mettre des panneaux solaires et seulement avoir 2 bottes de foin dessous. Donc, normalement, il y a tout un dossier qui est présenté et une analyse en CDPNAF qui permettent de mesurer si on est sur un projet alibi ou pas. Et s'il y a nécessité agricole, bah, bien sûr voilà, on a un avis favorable. Mais ce qui n'est pas le cas, hein. Pour donner un ordre d'idée, sur une dizaine de dossiers qui passent en CDPNAF, on est à peu près sur 7 avis favorables ou 3 défavorables. C'est à peu près, c'est un grand ratio que je vous donne comme ça, mais pour vous montrer aussi que voilà, tous les hangars solaires ne donnent pas suite, forcément une suite positive. Merci beaucoup pour ces réponses. Et peut-être une autre question qui nous est arrivée de manière indirecte. Est-ce que vous avez une idée aussi de l'état actuel des projets agrivoltaïques sur la Dordogne aujourd'hui? Alors, ça commence tout juste. On est en train d'instruire notre premier projet de centrale agrivoltaïque donc sur l'est du département. Donc, entre guillemets, on se fait les dents aussi, hein, parce qu'on a toute une nouvelle réglementation à appliquer qui dépasse largement le cadre du code de l'urbanisme, hein, qui vient plutôt sur le volet notamment agricole. Donc, ça commence et ce qu'il faut savoir, c'est que le document 4 que j'ai évoqué tout à l'heure entrera en vigueur théoriquement le 9 août au plus tard. Et à partir de cette date, effectivement, il n'y aura plus de choix possible, hein. Ça sera soit ce que je vous ai expliqué, agrivoltaïsme, ou dans le document 4, projet classique, entre guillemets. Donc, voilà, à partir de cet été, on n'aura que du projet agrivoltaïque ou document 4. Et là, pour le moment, on peut toujours recevoir des projets qui ne sont pas agrivoltaïques. C'est toujours une possibilité qui est permise par la loi tant que le document 4 n'est pas en vigueur, mais on a encore très peu de dossiers pour le moment. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces éclairages et ces informations qui peuvent paraître un petit peu techniques de prime abord, mais on vous transmettra le replay et le support de présentation aussi pour que vous puissiez vous y replonger en dehors du webinaire. Peut-être savoir, Monsieur Honoré, si, s'il est possible de vous contacter directement pour les communes et les maires qui se poseraient des questions. Alors oui, on a une boîte qu'on appelle ENR. Enfin, on vous enverra le lien et l'adresse si vous le souhaitez. Qui permet effectivement de répondre à un certain nombre de questions. On a commencé à utiliser notamment sur l'exercice des zones d'accélération.
Et après, alors, ça dépend du type de question, mais bien sûr, oui, on est disposé à répondre aux interrogations des collectivités sur ce domaine, effectivement, un petit peu technique parfois et complexe. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de réaliser ces webinaires. Merci beaucoup, Monsieur Honoré, pour cette présentation. Je vous propose de passer à la suivante. Alors, on avait prévu une intervention de Madame Lepech pour la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, pour vous représenter un petit peu le panorama des aides et des dispositifs de soutien. Je crois que Mélanie rencontre quelques problèmes, elle aussi, de connexion à ce webinaire. Décidément, ce n'est pas simple ce Ah, matin. elle vient d'arriver, je crois. Elle vient d'arriver. Alors, Mélanie, est-ce que vous nous entendez? J'ai pas l'impression. En tout cas, nous, on vous voit. Alors, peut-être, si vous en êtes d'accord, pour laisser le temps à Mélanie de nous rejoindre dans de bonnes conditions, nous pouvons donner la parole à l'intervention suivante. Hop, voilà, on va rebondir. De donner la parole à Annabelle Carlier, qui est donc référente sur le PCAET de la communauté de communes Drône-et-Belle, et à Anémone Landais, qui est première vice-présidente urbanisme à l'habitat. Et donc, on souhaitait leur donner la parole pour nous faire ce retour d'expérience sur la manière dont elles, sur leur communauté de communes, ont réussi à relever ce défi de l'élaboration d'une zone d'accélération ENR et quelles méthodes elles ont pu mettre en œuvre pour concerter les communes. Annabelle, est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour nous, normalement. Impeccable. Eh bien, écoutez, la parole est à vous. Je vous laisse la main. Alors, merci beaucoup. Donc, alors c'est moi qui on va essayer de vous faire une présentation à deux voix. Vous nous entendez bien? Super. Oui, bon, très bien. Donc effectivement, alors en tant que vice-présidente en charge de l'urbanisme, l'habitat et l'environnement, donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu le contexte qui explique pourquoi en fait on s'est lancé dans une élaboration concertée au niveau donc de nos 16 communes qui font partie de la communauté de communes Drône-et-Belle. Et puis après, donc, je laisserai la parole à Annabelle Carlier, qui est donc chargée de mission et urbanisme, habitat, environnement sur la communauté de communes Drône-et-Belle. Et donc, elle vous expliquera plus en détail la méthodologie et les résultats du coup qu'on a obtenus en mettant en marche et en place cette élaboration concertée. Donc tout d'abord au niveau du contexte, alors il faut savoir qu'on a un plan climat air énergie qui a été approuvé en mars 2021 avec un objectif donc des postes, donc territoire à énergie positive à 2050, avec le cible de rendre autonome en fait énergétiquement le territoire donc en 2050. Donc alors forcément ça passe par des mesures de baisse de la consommation, mais également des mesures de développement important des énergies renouvelables. Donc déjà, dès cette période, donc mars 2021, donc pour resituer un petit peu, c'était début du nouveau mandat. Enfin, on était encore dans les débuts du nouveau mandat au niveau conseil communautaire. Donc on a essayé, pour essayer de mettre tous les nouveaux élus, notamment au même un petit peu pied d'égalité, de faire des ateliers de priorisation sur les 77 actions que portait notre plan climat air énergie territorial, puisqu'en fait on s'était dit que on arriverait, voilà, on aurait du mal à tout faire. Et donc de cette priorisation est ressortie la volonté en fait de développer fortement les énergies renouvelables. Donc on était déjà dans la thématique à ce moment-là. Donc on a commencé sur 2022-2023 de travailler sur le sujet, alors par deux biais, notamment en essayant de faire émerger des projets citoyens pour que tout simplement on ait plus de retombées sur le territoire. Et on a bénéficié d'un accompagnement de Sirena pour mener à bien cette volonté. Et puis on a également donc pour lequel on a eu d'ailleurs des financements ADEME Région. Et puis après, on a très rapidement, donc fin 2023, 2022, début 2023, à la fois essayer de sensibiliser le grand public aux énergies renouvelables et réaliser des ateliers
avec notamment les élus, mais également les personnes qui s'étaient montrées intéressées, donc les habitants intéressés au niveau de notre territoire. Donc des ateliers pour un petit peu réinterroger la stratégie qu'on avait eue et qu'on pourrait avoir dans le futur sur le développement des énergies renouvelables. Et donc la suite logique en fait de ce travail, c'était finalement de se poser la question où allait-on positionner les futures installations d'énergie renouvelable. Donc finalement, quand la loi d'accélération des énergies renouvelables a été votée donc en mars 2023, donc cette loi d'accélération donc qui vise effectivement à accélérer le déploiement des énergies renouvelables sur le territoire français. Et donc qui incitait les communes à identifier leur zone d'accélération des énergies renouvelables. Finalement, pour nous, c'est tombé finalement au bon moment, même si malgré tout, on était dans des délais un petit peu contraints. Donc, on a suivi les webinaires qui ont pu être organisés sur la thématique des zones d'accélération pour voilà, comprendre un petit peu le travail qui nous était demandé. Et puis en octobre 2023, en fait, on a pu réellement commencer le travail qu'en octobre 2023 parce que nous manquions d'outils et le fait que l'ATD 24, notamment via Perigéo, nous ouvre un portail dédié pour donc une couche spécifique en fait sur Perigéo dédiée aux zones d'accélération des énergies renouvelables. Ça nous a permis en fait de pouvoir travailler sur le sujet. Mais ça, Annabelle vous l'expliquera un peu plus en détail après. Et donc, avec cette deadline donc, qu'on avait de la part de l'État, qui était une remontée au préfet pour le 31 décembre 2023. Donc déjà, on comprend bien que quand on commence en octobre 2023 à avoir les outils, pour réussir à faire un travail concerté à la fois avec les communes et à la fois avec les habitants, pour un retour en décembre 2023, c'est compliqué. Donc, on ne l'a pas non plus fait de la façon peut-être la plus optimale possible. Donc voilà, et donc en fait, pour voilà, les raisons que je viens de vous citer, c'est vrai qu'il nous a paru essentiel de pouvoir garantir en fait une cohérence, alors nous, entre les objectifs de notre plan climat, d'avoir du coup la stratégie de développement des énergies renouvelables sur le territoire et donc cette identification des ENR. En plus de ça, effectivement, on a vu dans les zones d'accélération, ça nous est apparu comme un outil qui était intéressant pour que nous puissions mieux nous approprier la question énergétique sur les territoires. Mais bon, comme effectivement, je vous l'ai dit, on avait ces problèmes de délai qui ont fait que bon, la concertation, en réalité, elle a été un petit peu réduite, un peu trop à notre goût. Donc voilà. Mais pour toutes ces raisons, en fait, il nous est venu l'idée de proposer une méthode commune, en fait, pour nos 16 communes, donc qui composent la communauté de communes. Et c'est une méthode qui a été validée par l'ensemble des communes et voilà, qui a émergé donc sur donc Annabelle, du coup je vais lui laisser la parole maintenant. Elle va vous présenter la méthodologie qu'on a mise en place et également les résultats que l'on a pu obtenir. Oui, donc d'abord au niveau de la méthodologie qu'on a proposée aux communes, ça s'est fait lors d'une réunion d'un groupe de travail plan climat élargi à l'ensemble des maires, donc en novembre 2023. Et lors de ce groupe de travail, on a d'abord demandé que pour chaque commune, il y ait l'identification d'un référent zone d'accélération des énergies renouvelables avec lesquels du coup on pourrait travailler à la suite de manière plus efficace. Et puis, lors de cette réunion, on a également proposé donc une première cartographie de zones qu'on a appelées consensuelles, c'est-à-dire qui ne font pas trop débat, justement via l'outil Perigéo. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Et l'idée, c'était que sur ces premières zones identifiées, évidemment, chaque commune puisse voilà, donner son avis et donc valider ou proposer de nouvelles zones ou en supprimer, etc., en fonction de la connaissance qu'il avait de son territoire. Et on a également proposé que nous puissions les aider donc à modifier éventuellement sur Perigéo les zones incriminées.
On a également proposé, du coup, lors de cette réunion, de gérer un petit peu la communication pour cette première phase de concertation, parce qu'on avait bien l'idée que c'était très court pour faire une réelle concertation, mais voilà, il fallait bien faire un minima. Et du coup, on a proposé une méthode là aussi de concertation que je vais vous détailler après. On leur a également proposé de leur transmettre un modèle de délibération communale avec la synthèse des avis qui seraient émis lors de la consultation ou concertation. Et donc, voilà, ils n'auraient plus qu'à moduler pour la transmettre après au référent préfectoral. Donc, l'idée, c'était avant fin décembre 2023. Suite à ça, on leur a expliqué qu'il y aurait un débat communautaire sur une fois que les zones auraient été validées au niveau communal. Et on avait bien l'intention de poursuivre l'identification de ces zones d'accélération et la concertation au-delà, donc notamment en 2024. Et d'ailleurs, il y a eu un nouveau groupe de travail PCAET qui a été mené en février 2024, plus spécifiquement pour aborder les enjeux sur les zones naturelles, agricoles et forestières. Voilà, et par rapport justement à l'intégration éventuellement d'installations ENR. Et donc, on a à ce moment-là évoqué effectivement la question de l'agrivoltaïsme avec les projets à la fois de charte de la Chambre d'agriculture, mais aussi de décret agri-photovoltaïque. On a également parlé d'intégration paysagère en se basant sur un document qui avait été édité par le ministère de la Culture sur l'intégration paysagère des énergies renouvelables. On a également parlé des enjeux biodiversité, avec là une intervention notamment du parc sur ce sujet. Voilà, l'idée, c'était de dire effectivement, il y a une multitude d'enjeux sur ces zones et il faut les prendre en compte avant d'envisager le développement d'ENR. Donc voilà, donc on a accompagné à ce niveau-là les communes également sur ces questions-là. Suite à ça, donc si je reviens, hop, par rapport à la méthodologie vraiment proposée pour identifier ces zones, on peut passer à la slide suivante. Voilà, la méthodologie qu'on a proposée est la suivante. Alors, on s'est décliné par type d'ENR. Donc, pour le photovoltaïque, on a dissocié à la fois ce qui était en toiture ombrière ou ce qui était parc au sol. Donc, pour ce qui est toiture ou ombrière, on a identifié l'ensemble des zones d'activité économique et les zones d'équipement public. Donc ça, c'était basé sur le zonage de notre plan local d'urbanisme intercommunal. Ensuite, on a identifié tous les parkings de plus de 500 mètres carrés non arborés. Et ça, on s'est basé sur la carte du SDE 24 qui avait été produite et donc on pouvait retrouver sur Périgéo également. Ensuite, on a identifié l'ensemble des toitures des bâtiments publics qui avaient un potentiel solaire sur base de la carte de cadastre solaire qu'avait réalisé également le SDE 24 et donc on avait en couche à disposition sur Périgéo. Et également, on a intégré les projets de nouveaux bâtiments publics où il était déjà envisagé qu'il y ait du solaire dessus. Pour tout ce qui est zone photovoltaïque au sol, donc parc solaire au sol, on a identifié tout ce qui était les anciennes zones anthropisées, donc de carrières, mais aussi d'anciennes décharges. Ensuite, on a intégré ce qui était des réalisations ou des projets privés, mais qui étaient en bonne voie, c'est-à-dire notamment qui étaient déjà passés par notamment le guichet unique et qui avaient déjà des premières études environnementales, voilà, et qui avaient l'avis favorable aussi des maires. Donc voilà, c'était une première identification. Pour tout ce qui était méthanisation, là, on a identifié en fait le zonage où se situe le méthaniseur de Condat. Alors, il y a d'autres projets en cours, mais même à l'époque, mais on ne savait pas encore la localisation, donc c'était impossible pour nous de les identifier.
Pour tout ce qui était zone biomasse, on a identifié là des projets de projets biomasse, donc notamment avec des chaudières biomasse sur la crèche, le futur pôle enfance culture de Mareuil, et également sur la nouvelle mairie de Brantôme, qui est donc une chaudière biomasse. Et pour tout ce qui est géothermie, là, on a identifié le pôle enfance-jeunesse de Brantôme, qui est le premier bâtiment géothermie sur notre territoire. Et il y avait également un projet privé sur le château de Puy-Marteau. Donc voilà, on les a recensés également. Si on peut passer à la slide suivante. Donc concrètement, voilà la première cartographie qu'on a proposée aux élus de nos 16 communes. Donc, il y avait 217 zones qui ont été pré-identifiées. Bon, la majorité, effectivement, sur du solaire. Mais il y avait aussi, du coup, un projet bois énergie, 2 projets pour la géothermie, un pour la méthanisation et un pour l'éolien. Moi, je ne l'avais pas cité précédemment, mais voilà. Et donc, c'est cette proposition qu'on a faite aux communes qui les ont examinées, voilà, qui ont parfois supprimé des zones, parfois en ont rajouté. Voilà, donc c'était un premier travail. On peut passer peut-être à la slide suivante. Oui, et donc pour la concertation, ce qu'on a proposé, c'est d'abord de mettre en visualisation sur le site internet de la communauté de communes cette cartographie des premières zones d'accélération avec l'outil Périgéo. Donc on a sélectionné évidemment les données à mettre en évidence, mais enfin voilà, les gens pouvaient zoomer sur leur commune, sur les différentes zones, etc. On a mis également à disposition sur le site internet un petit fascicule qui expliquait la méthodologie avec laquelle on avait identifié ces zones, et puis en rappelant aussi pourquoi ces zones, etc. On a également mis à disposition une adresse mail qu'on a créée pour centraliser les observations des administrés. On a également créé forcément une affiche pour annoncer cette concertation publique, et puis on l'a diffusée évidemment sur le site internet, mais aussi sur les réseaux sociaux, etc. Et puis dans chaque mairie, évidemment, pour expliquer voilà, qu'il y avait cette concertation qui était menée. Cette affiche, elle pouvait être mise avec le logo des communes, voilà, avec leurs coordonnées, etc., pour effectivement qu'il puisse y avoir un très bon relais. Et puis, voilà, ça, j'ai envie de dire, c'était un peu le package minimum qu'on a proposé aux élus, aux communes. Après, certaines communes ont souhaité en plus faire des réunions publiques sur leur commune. D'autres ont mis à disposition les documents papier de leur zone d'accélération en mairie. D'autres ont mis également des sortes de registres d'observation papier dans leur mairie, voilà, pour qu'il puisse y avoir, voilà, les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec Internet puissent également participer à la concertation. On peut aller à la slide suivante. Et donc, concrètement, donc, il y a plusieurs zones d'accélération, notamment pour des projets photovoltaïques au sol privé en milieu agricole qui ont été ajoutés par les élus dans certaines communes. Et voilà, je vous l'ai dit, il y en a qui ont donc développé la concertation sur leur territoire. Et en termes de réception d'observations, on a reçu 22 observations par mail, dont 10 qui portaient un avis défavorable, notamment sur le projet éolien, alors que tous les autres avis étaient plutôt favorables, soit à certains projets, soit à la démarche générale d'identification de ces zones d'accélération. Et donc, voilà, un intérêt quand même pour la démarche. Je vais laisser Anémone conclure. Merci. Donc, je vais reprendre la parole pour vous faire une petite conclusion. Voilà, donc l'intérêt de cette démarche, ça reste quand même un bilan positif parce qu'on a eu une aide de la communauté de communes qui a quand même été appréciée largement par les maires. Donc ça a été vraiment
que ce soit tant sur la première cartographie qui leur a été donnée, qui leur ont permis en fait de se servir de base de travail pour eux après pouvoir ben, voilà, en conseil municipal alimenter cette cartographie, mais également dans l'aide administrative qui leur a été apportée, puisque, enfin voilà, Annabelle vous l'a expliqué, mais on avait effectivement fait des modèles de délibération. Le fait d'organiser une concertation commune, ça a simplifié aussi beaucoup les choses, hein, notamment pour les plus petites communes. Voilà. Le côté un petit peu négatif, c'est que du coup, au niveau de la communauté de communes, ça a été un temps humain quand même qui a été important, dédié sur cette thématique, voilà, sur une période qui a duré quand même quelques mois. Et sur laquelle on avait bah, aussi forcément, nous, de notre côté, d'autres thématiques à traiter. Euh, En termes de résultats, après, le remoulinage par les communes et la concertation qui a été faite avec les habitants, on arrive sur un total de zones de 236. Donc on était à 217, hein, pour rappel, sur la première cartographie. Et donc, Annabelle, me semble, vous l'a dit dans la précédente diaporama, mais effectivement, c'est surtout le solaire photovoltaïque qui a été augmenté. Parce que voilà, on a à peu près pas loin d'une vingtaine de projets qui ont été rajoutés sur ce type d'énergie renouvelable. Et donc pour une surface totale de 572 hectares. Donc globalement, voilà un petit peu la conclusion. Bien évidemment, on s'était dit lors de cette conclusion qu'il y aurait nécessité de poursuivre cette concertation sur les énergies renouvelables. Alors il est vrai qu'on a fait un groupe de travail sur le sujet début 2024 et que pour l'instant, nous n'y avons pas trop retravaillé. Euh, Par contre, il est évident que, enfin, bon, après ça c'est à mon sens, hein, mais pour une meilleure acceptabilité des projets, l'élaboration concertée des zones d'accélération renouvelable, c'est vraiment indispensable et important. Et alors là, je vais prendre un exemple d'un projet qui avait été intégré dans les zones d'accélération des énergies renouvelables. Donc bon, alors voilà, il est cité hein, sur le diaporama, c'est le projet qui se situe sur Vieux-Mareuil où là, en fait, on avait une forte contestation des habitants du hameau, hein, parce que le projet était vraiment à proximité d'un hameau. Et du coup, voilà, donc c'est un projet qui avait été mis dans les zones d'accélération et pour lequel, en fait, on n'arrive pas à trouver de consensus du fait de cette proximité au hameau et donc l'acceptabilité, là, malgré le travail qui a été fait et la concertation beaucoup trop courte, je pense, a fait que du coup, voilà, ça complique un petit peu les choses. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, mais nous y répondrons avec plaisir. Un grand merci pour cette présentation. C'est vraiment intéressant d'avoir un retour d'expérience hein, de A à Z sur la manière dont vous avez monté la méthodologie, sur les résultats, voilà, jusqu'à maintenant au niveau des projets qui se mettent en œuvre. On n'a pas de questions tout de suite dans le fil de discussion. Moi, peut-être juste une question. Vous nous avez précisé le nombre de réponses que vous avez eues via l'adresse mail et la possibilité de vous solliciter en mairie. Est-ce que vous avez un nombre sur le taux de participation, plutôt sur les ateliers que vous avez menés en tout début de démarche, les ateliers de sensibilisation et de concertation menés avec Sirena, par exemple, pour savoir quel type de profil vous avez pu mobiliser? Alors, sur alors, on a fait d'abord des groupes de travail plus sur les projets citoyens, donc, et puis on avait fait pas mal d'animations aussi lors d'événements divers sur le territoire. On a eu au final alors, une trentaine de personnes vraiment intéressées à suivre le travail. Après, lors des ateliers, notamment sur vraiment la stratégie UNR, on était sur 8-10 personnes qui étaient présentes. Et après, lors de la restitution de ce travail, lors d'une réunion grand public en janvier 2024, je pense qu'on était près d'une cinquantaine de personnes présentes. D'accord, donc c'est plutôt important comme effectif. Donc ça montre aussi la nécessité de faire cet exercice de concertation et j'en profite pour faire un petit peu de pub aussi pour le dernier webinaire que nous organiserons
de cette série qui aura pour objectif de se concentrer sur la méthode de concertation, comment mener une concertation autour d'un projet ENR sur son territoire. Et à ce titre, tous les outils que vous nous avez présentés sont très intéressants, voilà, sur le mailing, l'affichage, etc. On retient toutes ces bonnes pratiques que vous nous avez partagées. Il nous reste assez peu de temps, donc si vous en êtes d'accord, je vous propose de donner la parole à notre dernière intervenante et puis éventuellement de poursuivre les échanges s'il y en a dans le fil de discussion. Et donc, je vous remercie de nouveau pour votre présentation. Mélanie Lepêche, est-ce que vous avez réussi à nous rejoindre? Est-ce que c'est bon pour vous de faire cette présentation dans les 5 à 10 minutes qu'il nous reste? Oui, j'espère que vous m'entendez. On vous entend très bien. Alors, par contre, je pense qu'il y a juste un retour. Je vais essayer. Non, c'est bon, ça marche. Excusez-moi, parce qu'on a eu des petits problèmes de connexion et d'audio. Donc, merci de nous avoir invités au sein de ce webinaire. Je remplace aujourd'hui Julien Jiménez, le sous-directeur de la direction énergie-climat, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent. Donc, moi, je m'appelle Mélanie Lepage. Je travaille au sein de la direction énergie-climat et plus précisément au sein du service entreprise. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques aides parmi les nombreuses aides qu'on a au sein de l'ADEC qui peuvent vous intéresser, soit directement en tant que collectivité ou pour les entreprises sur vos territoires. Ce qui est important de retenir, c'est que la région dispose de différents fonds qu'elle peut mobiliser pour soutenir les projets, donc les fonds propres, les fonds régionaux, les fonds européens, mais également le fonds chaleur, en tout cas une partie du fonds chaleur qui a été déléguée à la région par l'ADEME au 1er juillet, donc on en reparlera dans les slides suivantes. Je ne vous ai pas forcément mis les différents référents par dispositif, parce qu'on est une grosse région avec 3 antennes, donc à Limoges, à Poitiers et à Bordeaux. Donc, il y a des référents vraiment par territoire, par dispositif. Mais je vous invite plutôt à retenir une adresse générique globale qui est celle de energienouvelle-aquitaine.fr à laquelle vous pouvez poser toutes vos demandes. Et si jamais vous avez un projet et que vous souhaitez qu'on l'instruise, c'est sur cette adresse que vous pouvez vous adresser. Je vais passer la slide suivante. On va commencer donc par parler de l'appel à projet rénovation énergétique des bâtiments tertiaires publics, qui est un appel à projet sur lequel on peut mobiliser des fonds européens. Il concerne tous les bâtiments tertiaires publics, peu importe leur usage, mais exclut complètement les logements. Il s'adresse à des organismes publics, tant les collectivités que les établissements, et on peut intervenir sur la partie travaux. Donc tous les travaux qui sont en lien direct avec l'efficacité énergétique, ça peut être le remplacement de menuiseries, l'isolation de toitures, de murs, divers équipements comme la ventilation et le chauffage. Donc on peut prendre en charge ces prestations à hauteur de 50%. Il y a également une possibilité d'obtenir une bonification de 10% en fonction de certains critères. Mais voilà, le temps est assez réduit et l'idée de toute façon aujourd'hui, c'est pas forcément de venir dans l'exhaustivité des critères et des conditions parce que c'est assez technique, mais c'est vraiment de vous apporter une connaissance globale des dispositifs et que vous puissiez ensuite vous rapprocher des chargés de mission instructeurs. Donc cette aide est cumulable avec d'autres dispositifs hors Union européenne, donc notamment le DSIL, le DETR et le Fonds vert. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'on a 14 millions d'euros disponibles actuellement pour soutenir ces projets. Donc je vous encourage à ne pas hésiter à nous contacter en sachant que comme il s'agit d'un programme européen qui a été voté donc pour 2021-2027, les candidatures seront possibles, elles pourront être déposées jusqu'au 30 juin 2025, mais ensuite, entre le 30 juin 2025 et début 2027, on ne pourra plus accompagner ces projets avant d'avoir le nouveau programme. Donc vraiment, si vous avez un projet dans les clous, n'hésitez pas à vous lancer maintenant parce qu'ensuite, les fonds ne seront plus mobilisables avant un petit moment. On va parler, je pense que vous avez passé notre slide. Sur les logements, voilà. On a également un dispositif pour le coup régional sur la rénovation énergétique des logements sociaux communaux qui s'adresse uniquement aux logements sociaux qui sont existants et qui ne sont pas issus d'une transformation d'usage. Donc, par exemple, on ne peut pas prendre un supermarché et le transformer en logement socio-communal. Il faut qu'il y ait vraiment un usage similaire. Donc, par exemple, transformer une maison existante et en faire de logements sociaux. C'est un dispositif qui s'adresse aux communes, aux EPCI et aux opérateurs de celles-ci. Et il faut que les projets soient absolument au sein de territoires qualifiés ruraux, au sens de l'unité.
Les opérations qui sont éligibles concernent du coup des petits collectifs de logements sociaux entre 2 et 20 logements qui doivent être soit dans le même bâtiment ou alors on peut également avoir un cas de figure où on a un bâtiment tertiaire, un bâtiment global avec une activité tertiaire au rez-de-chaussée et une activité, un logement social à l'étage. Donc voilà un peu pour la typologie. Concernant les actions soutenues, on va aller soutenir toutes les études préalables, donc ça peut être de la MO, ça peut être de la MOE, entre 50% et 70% du coût. Et on peut également intervenir sur les investissements. Et là, ça va être une subvention plutôt par logement, entre 6 000 et 9 000 euros. On va essayer de viser voilà, un niveau énergétique, une performance énergétique à atteindre. Et pour le coup, vous pouvez déposer vos candidatures au fil de l'eau. Il n'y a pas de date limite particulière. C'est un dispositif qui est renouvelé assez régulièrement. Si on passe maintenant sur plutôt la production d'énergie, donc on sort un peu de l'efficacité énergétique, on a un dispositif sur le soutien à l'autoconsommation collective d'électricité renouvelable qui concerne tout professionnel du secteur public ou du secteur privé. Ce qu'on entend vraiment avec ce dispositif, c'est soutenir les opérations avec différents acteurs, avec différentes personnes morales organisatrices, donc ce qui implique donc différents producteurs ou différents consommateurs. Ça peut être une collectivité voilà, qui a un foncier disponible et qui installe des panneaux photovoltaïques sur ses toitures, et qui ensuite revend à ses voisins et consomme en partie. Voilà, il y a vraiment une multitude de schémas possibles. C'est un modèle de partage de l'énergie qui est en plein essor et qui est un peu innovant. On avait un dispositif jusqu'à fin 2024 qu'on est en train de renouveler. Il y a des discussions actuellement pour revoir un petit peu les modalités d'accompagnement, mais on pourra toujours intervenir sur la partie études au préalable pour mener à bien le projet. Donc, ça concerne des études d'opportunité, de faisabilité. Vous pouvez vous faire accompagner par un cabinet juridique parce qu'encore une fois, il y a un caractère assez innovant. Donc, il faut bien être au fait de la réglementation. Donc, ça, c'est des prestations qu'on peut financer. On peut également financer l'accompagnement de la personne morale organisatrice. C'est un petit peu technique, mais en fait, ça concerne l'entité qui va gérer, si vous voulez, l'opération d'autoconsommation collective. Et ça, c'est également une prestation que la région peut prendre en charge. Donc, de 50 à 70% maximum. Et ensuite, on va pouvoir également intervenir sur les investissements, les installations directement. Je vous ai affiché des pourcentages, mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que c'est une logique d'analyse économique. On va essayer d'aller soutenir les projets pour lesquels le coût du mégawattheure pour le consommateur final serait trop important pour contractualiser. Et donc, l'objectif de la subvention, c'est vraiment de réduire ce coût du mégawattheure final pour le consommateur afin que l'opération puisse se faire et qu'on trouve du coup des clients, si vous voulez, que le producteur puisse trouver des clients qui soient prêts à contractualiser. On a ensuite un dispositif de soutien à la compétitivité énergétique des entreprises. Donc, ça concerne en priorité, uniquement d'ailleurs, les entreprises de production, donc les entreprises industrielles. On va pouvoir, pareil, soutenir à la fois les études et les investissements, donc toute étude préalable non réglementaire, bien sûr, des audits aux études de faisabilité, des études d'opportunité pour voir un petit peu quelle serait l'ENR la plus pertinente à installer sur l'entreprise. Ensuite, on va pouvoir soutenir, donc, comme je le disais, les investissements. La logique ici est plutôt de proposer, l'entreprise va nous proposer un programme d'action qui permettrait d'atteindre 10% d'efficacité énergétique en plus. Et on va pouvoir prendre, on va pouvoir attribuer une subvention globale par rapport à ces différentes actions mises en place par l'entreprise. Je vous ai listé des exemples et voilà, c'est encore une fois, c'est peut-être un peu technique. Je sais pas, malheureusement, j'ai pas pu suivre le début du webinaire, donc je ne sais pas quel est votre degré de connaissance, mais on parle de procédés, d'utilité, de récupération de chaleur. Ça peut comprendre également le coût lié aux équipements de gestion des installations avec des systèmes de régulation, de comptage, de pilotage. Voilà, il y a vraiment une panoplie d'actions qui sont prises en charge. Donc, pareil, n'hésitez pas à nous contacter. Les candidatures peuvent être déposées au fil de l'eau. Et pour les études, on pourra intervenir du coup à hauteur de 50%. Et encore une fois, investissement toujours sur analyse économique. On peut passer à la dernière slide, si je ne dis pas de bêtises, sur la délégation du fonds chaleur.
Donc, je ne sais pas si c'est pareil, vous êtes au courant, mais donc l'ADEME a un dispositif qui s'appelle le Fonds Chaleur qui existe depuis pas mal d'années. Elle avait déjà commencé à déléguer une partie de ce dispositif au CCRT, donc au contrat de chaleur renouvelable territoriaux, et également à une autre région à Grand Est. Et elle a, pour la deuxième fois, du coup, organisé une délégation près de la région Nouvelle-Aquitaine depuis le 1er juillet, pour une durée de 3 ans. Donc, 24 millions d'euros nous ont été délégués pour soutenir les projets uniquement des entreprises. Le fonds chaleur concerne collectivités entreprises, mais là, pour la région, c'est uniquement les entreprises. Industrielles de priorité. On travaille du coup en coordination avec l'ADEME et les CCRT qui peuvent également intervenir voilà, sur les mêmes thématiques et on se partage les dossiers. Les projets qui vont nous intéresser donc, sont des projets de récupération de chaleur fatale, de chaufferie biomasse, de géothermie superficielle et de solaire thermique. C'est pareil, je vous ai mis un peu des exemples en dessous, mais je ne sais pas si jamais vous avez des questions à la fin de ma présentation, on pourra en rediscuter. Donc, on peut soutenir les études de 50 à 70%, attends, 50 à 70%, pardon. Et concernant les investissements, c'est un peu plus technique, ça dépend vraiment de la nature du projet. Soit on va attribuer une aide forfaitaire en fonction du mégawattheure produit, ou on va attribuer une subvention globale en fonction d'une analyse économique du projet. Voilà, et donc sur cette partie production de chaleur et froid renouvelable, on peut intervenir en cofinancement, comme je vous le disais, avec à la fois les fonds FEDER, le fonds chaleur et les fonds propres de la région, ce qui permet vraiment d'atteindre un niveau de subvention intéressant pour le bénéficiaire. Voilà, je vous ai présenté, ouais, je suis désolée, c'était un peu rapide. J'ai essayé de faire au mieux d'aller à l'essentiel, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre et si j'ai pas la réponse, je vous redirigerai directement vers les chargés de mission concernés, référents pour les dispositifs. Complètement. Merci beaucoup, Mélanie. C'était extrêmement clair. Donc, voilà, voyez que la région Nouvelle-Aquitaine est à vos côtés et peut vous accompagner sur tout un tas de projets d'efficacité énergétique, fonds chaleur, soutien à la production d'énergie renouvelable pour vos entreprises, pour vous, les communes. Voilà, donc n'hésitez pas, comme l'a dit Mélanie, à les contacter. On vous a remis dans le fil de discussion la petite adresse mail qui va bien. Et voilà, merci d'avoir tenu le timing. Il est midi 02, on arrive à la fin de ce webinaire. De nouveau, on renouvelle un petit peu nos excuses sur les petits incidents techniques et les problèmes de son. On s'engage à vous transmettre au plus vite le replay de ce webinaire ainsi que le support de présentation dans lequel vous retrouverez tout ce qui vous a été présenté. Et juste avant de nous quitter, on voulait vous faire hop, un petit rappel sur les prochains webinaires. Donc, on se retrouve le jeudi 13 mars pour parler justement autoconsommation collective et montage de projets citoyens. Donc là, l'idée, ce sera d'entrer un petit peu plus dans le développement concret de projets qu'on peut dire innovants en termes d'énergie renouvelable. Se poser la question des montages juridiques, des montages techniques, économiques, etc. Si vous avez d'ores et déjà des questions sur ces sujets, vous pouvez aussi nous les adresser pour qu'on puisse les préparer et y répondre lors du prochain webinaire. Et enfin, on se retrouvera également le 27 mars pour le dernier webinaire de cette série qui aura pour objet de parler concertation publique, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, je vous remercie tous pour votre participation. On vous souhaite un bon appétit, une bonne journée et on vous dit à bientôt pour la suite. Merci encore aux intervenants et bonne journée à vous.